Alors, bonjour. Je m'appelle Cheikh Oumar Sy. Je suis banquier de formation et financier de métier. Ce cours numéro 8 anticipe les cours numéro 6 et numéro 7 qui porteront sur l'analyse de l'activité et de la rentabilité d'une entreprise dans une optique de crédit. Et le cours numéro 7 qui parlera de l'analyse de la structure financière et de la solvabilité d'une entreprise, toujours dans le cadre de l'analyse d'un dossier de crédit par le banquier. Cette anticipation est justifiée par le fait d'une demande de quelques étudiants, de quelques personnes qui ont un impératif. Alors, ce cours numéro 8 portera sur la banque et notamment le dispositif prudentiel et plus précisément les accords de Bâle. Ce que je peux vous dire a priori, les accords de Bâle s'inscrivent dans les contraintes externes que vivent les banques. Effectivement, une banque est une entreprise comme toute entreprise, mais qui a une activité très spéciale. Des activités très spéciales dans le sens que ces activités reposent sur le commerce de l'argent. En tant qu'entreprise, comme toute, menant des activités spéciales, la banque, depuis la globalisation financière au début des années 80, a conservé ses activités traditionnelles qui reposent sur l'intermédiation bancaire, notamment la collecte de l'épargne, l'octroi de crédit et la gestion des moyens de paiement. Pour s'adapter à la globalisation financière, les banques ont développé deux grandes familles d'activités nouvelles. La première famille, c'est les activités connexes à l'intermédiation bancaire, qui regroupent la gestion de patrimoine orienté vers la clientèle des particuliers et professions libérales, l'ingénierie financière qui touche les grandes entreprises, toutes les opérations de fusion, acquisition, de reprise d'entreprise, dans le cadre de la délocalisation, dans le cadre de l'émergence de l'entreprise sans frontières, et les mouvements de privatisation et d'introduction en bourse. Nous avons aussi la gestion ALM au sein d'une banque où il faut gérer les actifs passifs dans l'optique d'optimiser la rentabilité, de mieux gérer les risques et d'assurer une bonne liquidité. Mais nous avons aussi d'un autre côté une autre famille, parallèlement aux activités connexes. Nous avons les prestations de services d'investissement orientées vers la gestion des actifs cotés en bourse pour le compte de tiers et pour son propre compte. Mais ces activités visent un certain nombre d'objectifs qui sont essentiellement au nombre de trois. Le premier objectif, c'est la croissance et le développement de ces activités qui touchent la dimension marketing et communication. Le deuxième objectif, c'est la rentabilité des activités qui nous ramène à la constitution du compte de résultat et notamment l'optimisation du produit net bancaire et les soldes intermédiaires de gestion bancaire qui sont dedans, notamment le revenu, le résultat brut d'exploitation, le résultat d'exploitation jusqu'au résultat net. Le troisième objectif, c'est renforcer la solidité financière de la banque, notamment lui permettre d'avoir une assise financière qui lui permette de faire face aux chocs. Alors, ce troisième objectif, et vous verrez tout à l'heure, c'est l'un des objectifs des directives de Bâle. Maintenant, ces activités sont menées et ces objectifs réalisés en faisant face à un certain nombre de contraintes. Nous avons des contraintes internes, le conseil d'administration qui a ses objectifs, qui presse, qui exige à ce que ces objectifs soient réalisés, ces contraintes internes. Nous avons aussi en permanence la productivité du personnel qui, dans le cadre d'une gestion des emplois prévisionnels des emplois et des compétences, fait
Tout pour que le personnel puisse s'adapter aux mutations et être opérationnel jusqu'à assurer à la banque une certaine productivité. Et nous avons aussi le troisième volet des contraintes internes qui consiste à mettre en place un système d'information efficace, donc qui garantit la permanence des activités et une bonne communication au sein de la banque dans le cadre de la coordination des différentes activités. Face à ces contraintes internes, il y a des contraintes externes. Les clients sont devenus de plus en plus exigeants et multibancarisés et qui s'imposent de temps en temps, même s'il existe encore une bonne catégorie qui n'a aucune connaissance du métier de la banque et des opérations qui sont menées. Parallèlement à l'exigence de la clientèle, nous avons la concurrence accrue avec l'arrivée fréquente de nouveaux compétiteurs internationaux comme locaux et les banques s'implantent un peu partout. Donc la concurrence est très, toujours pour une même marge de marché. La dernière contrainte externe, c'est une réglementation de plus en plus dense. C'est au cœur de cette réglementation qui est plus dense que se situent les accords de Bâle à côté des responsabilités, devoirs et obligations du banquier. Pour ce qui concerne les accords de Bâle, c'est géré dans le cadre de ce qu'on appelle le dispositif prudentiel, qui a connu beaucoup d'évolutions de 1988 jusqu'à cet instant-là. Alors, dans le cadre du dispositif prudentiel, les objectifs sont visés. Les objectifs qui consistent à quoi? D'abord, renforcer la solidité financière de la banque pour qu'elle puisse avoir les capitaux propres, les fonds propres nécessaires pour faire face à toute crise de liquidité, donc pour faire face aux chocs extérieurs, avec des fonds propres qui puissent consommer les pertes constatées. Au-delà de la banque, l'objectif qui vient, c'est d'assurer une certaine solidité du système bancaire et financier. Et un troisième objectif, c'est maîtriser le risque systémique dans un contexte économique et financier marqué par une forte libéralisation des mouvements de capitaux. Pour concrétiser ces objectifs, des accords sont signés depuis 1988 jusqu'à ce jour. Et ces accords nous amènent du premier accord appelé Bâle I en 1988, qui a connu ses réussites, nous verrons tout à l'heure, de l'accord numéro 2 appelé Bâle II, de 2004 à 2010, et de Bâle III, les accords de Bâle III, de 2013 jusqu'à ce jour. Entre 2010 et 2013, nous avons constaté une certaine fragilisation des banques et un impact de crises précédentes sur les fonds propres des banques. Donc, je résume que Bâle I, c'est depuis 1988 jusqu'à 2004. 2004-2010, nous avons Bâle II. Et 2013 jusqu'à ce jour, nous avons Bâle III. Quelles étaient les particularités de Bâle I? Bâle I a eu comme particularité le fameux ratio de Cook. Ratio Cook. Ratio Cook qui sortait le rapport entre les fonds propres prudentiels et l'encours pondéré de crédit. Donc les fonds propres prudentiels devaient être largement supérieurs à 8%. Ce n'est pas supérieur ou égal, mais supérieur à 8%. Et l'encours pondéré de crédit était tel que ça considère l'encours de crédit, mais un coefficient de pondération appliqué à chaque type de crédit. Mais la particularité de Bâle I, c'est que les pondérations étaient telles que tous les pays de l'OCDE qui étaient supposés riches, les pays de l'OCDE avaient une pondération 0%. Les banques avaient une pondération 20%. Les
tout crédit orienté à l'habitat, donc avec une créance hypothécaire, avait une pondération de 50% et le reste, qu'on appelait corporate normal, avait une pondération de 100%. Le coefficient de pondération permettait d'amplifier d'amplifier l'encours et d'évaluer le risque. À tel point que BAL 1 a connu certes des avantages, mais aussi des limites. Parmi les avantages, on peut considérer le fait qu'on ait un référentiel entre les pays signataires pour au moins porter un jugement sur le niveau des fonds propres réglementaires. Ce qui veut dire qu'il y a une suppression des inégalités concurrentielles. Deuxième avantage, c'est la simplicité de la méthodologie de calcul du ratio. Troisième avantage, effectivement, avec les banques qui respectaient ce ratio-là, il y a un fort accroissement des appels de fonds au niveau des marchés financiers. Donc, les banques pouvaient trouver des ressources pour longues au sein des marchés financiers par des émissions d'obligations et de titres qui leur permettaient quand même au moins de faire des crédits de l'autre côté. Après l'accroissement des appels de fonds au niveau des marchés, il faut noter aussi que la tarification du crédit prenait en compte désormais le coût des fonds propres. Donc, il y a une implication de cette exigence, on a inséré cette exigence dans la tarification du crédit. Le dernier avantage qu'on peut citer, c'est le renforcement effectif de la solidité de la financière du système bancaire et financier durant cette période. Mais ces avantages côtoient les limites. Voilà. Parmi les limites majeures, c'est le fait qu'il y ait une absence de sensibilité à tous les risques de banque. La BAL 1 s'est concentré fortement sur le risque de crédit et négliger tous les autres risques bancaires. Les pondérations tout à l'heure qui ont été évoquées comme deuxième limite n'ont pas été justifiées. Donc, il n'y avait rien qui justifiait le fait que les pondérations soient de 0 pour tous les pays de l'OCDE, si on sait que tous les pays n'ont pas le même niveau de risque. 20% pour toutes les banques n'ont pas le même niveau de risque, 50% pour les créances hypothécaires, les hypothèques n'avaient pas les mêmes valeurs et les corporates aussi n'avaient pas le même niveau de risque. Donc, face à ces pondérations injustifiées, il fallait au moins apporter des correctifs. Troisième limite, on peut considérer que la norme n'était pas universelle. C'était quelques pays qui l'avaient signée, à tel point qu'on avait une dispersion en matière d'appréciation du niveau des fonds propres effectifs. Et enfin, la dernière limite, c'est que le comité n'avait pas pouvoir d'implantation de l'accord un peu partout. Face à ces limites, BAL 2 est arrivé. Alors, BAL 2 a rayonné en apportant quelques touches significatives. BAL 2 a proposé un autre ratio, appelé ratio McDonough. Ce ratio McDonough considère la même norme, à la seule petite différence que les fonds propres réglementaires sur les risques devaient être supérieurs ou égaux à 8%. BAL 2 a intégré dans ce ratio aussi et d'autres risques tels que les risques opérationnels et les risques financiers. Mais ce ratio s'inscrit dans les trois piliers, dans le premier pilier que BAL 2 a apporté comme innovation. Je reprends un peu pour vous dire que BAL 2, l'innovation majeure, c'est de reconfigurer le ratio prudentiel, mais dans son premier pilier qu'on appelle le pilier exigence en fonds propres. L'exigence en fonds propres, donc, qui est visible à travers le ratio McDonough, permettait à toute banque de
d'avoir un niveau de fonds propres extrêmement important pour pouvoir faire face à tous les risques et non pas seulement à l'encours au risque de crédit. Donc nous avons les risques de crédit, le risque opérationnel et le risque de marché dans le premier pilier de BAL 2, appelé exigence en fonds propres. Je reviendrai tout à l'heure sur ce pilier-là. Le deuxième pilier de BAL 2, c'est la mise en place d'un processus de surveillance prudentielle dans toutes les banques. Ce qui a amené à exploiter le fameux règlement 9702 qui exige le renforcement du contrôle interne et la mise en place du contrôle de conformité, soit en direction ou en service ou en département. La conformité donc est venue apporter une touche pour que toute banque ait des activités conformes à la réglementation prudentielle. Donc, toutes les banques mettent en place ce processus pour pouvoir respecter les exigences du pilier 2. Et le pilier numéro 3, c'est la discipline de marché. La qualité de l'information financière, la transparence, les banques doivent publier toutes les informations utiles pour qu'on sente qu'il y ait une certaine discipline qui permettra quand même au moins à tout investisseur d'avoir de bonnes informations pour soit investir dans une banque ou être en relation, quelle que soit la nature. Alors, cette discipline de marché a poussé une harmonisation aussi des systèmes comptables qui partent de l'application du système individuel des pays vers des systèmes harmonisés tels que les IFRS, International Financial Reporting Standard. Alors, ces IFRS aujourd'hui ont apporté de grandes modifications dans notre système, dans notre plan comptable bancaire, et vous verrez un de ces jours, on développera la comptabilité bancaire, mais à renforcer, à contribuer un peu à améliorer la qualité de l'information financière au sein des banques pour que les investisseurs étrangers, les investisseurs puissent avoir le même niveau de lecture et mieux orienter leur investissement. Donc BAL 2, en résumé, a apporté 3 piliers. L'exigence en fonds propres, le processus de surveillance prudentielle et la discipline de marché. Concernant l'exigence en fonds propres, tout à l'heure, j'avais dit que le ratio McDonough, calculé en faisant les fonds propres prudentiels sur les risques pondérés, devait être supérieur ou égal à 8%. Les risques concernaient le risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel. Alors, le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel sont évalués en tenant compte essentiellement de 2 approches, l'approche standard, l'approche interne. Mais une 3e approche est considérée avec l'approche avancée. Nous verrons tout à l'heure. Mais dans ce ratio, BAL 2 a apporté une autre innovation, c'est la couverture des risques par les fonds propres prudentiels. 85% des fonds propres prudentiels doivent servir à la couverture du risque de crédit. 10% à la couverture du risque opérationnel et 5% à la couverture du risque de marché. Dans les fonds propres prudentiels, BAL 2 a aussi éclaté ces fonds propres prudentiels en insistant sur le noyau dur, le fonds propre de base et de notre côté les fonds propres complémentaires. Alors, pour ces fonds propres de base,
Une autre distinction aussi a été faite, mais ce sera plus précisément dans le cadre de BAL 3, où ces précisions-là ont été plus tenues en compte. Il y a eu deux catégories dans le noyau dur. Les fonds propres de base qui viennent de l'apport des associés et les fonds propres de base qui viennent des activités, la rentabilité des activités. Donc, il y a deux catégories. Catégorie 1 avec comme origine l'apport des associés. Catégorie 2 avec comme origine les autres fonds propres de base. Donc, catégorie 1, je répète, comme origine l'apport des associés et essentiellement le résultat de l'exercice. Les autres, la catégorie 2, les autres fonds propres de base, viennent de la répartition des résultats antérieurs. On peut avoir tout ce qui est réserve, de réévaluation, autant d'éléments qui se situent dans le plan comptable bancaire, qui constituent les fonds propres et qui sont dans la catégorie des fonds propres du noyau dur, des fonds propres de base. À côté, nous avons les fonds propres complémentaires qui peuvent venir de subventions non remboursables, des comptes courants d'associés, des réserves de réévaluation et autres. Mais ce qu'il faut considérer, une primauté a été donnée actuellement aux fonds propres de base, le noyau dur. Alors, au-delà de ces aspects de renforcement des fonds propres et de couverture des risques, les pondérations dépendent maintenant, ne sont plus fixées de manière arbitraire, mais les pondérations sont très dépendantes du système de notation, soit de l'approche standard, soit de l'approche interne. L'approche standard est une approche externe qui repose sur les notes données par les agences de notation telles que Fitch, Standard & Poor's et Moody's. Alors, selon qu'on soit un pays, selon qu'on soit une entreprise ou une banque, on peut être noté soit les AAA, c'est l'excellence, et on verra d'autres donc qui vont de A, B, C. Alors, parallèlement à l'approche standard qui est une notation externe, les banques ont une notation interne aussi qui permet de jouer sur la pondération. Alors, ces pondérations sont devenues donc maintenant plus justifiées et ce qui permet à BAL 2 de corriger un peu les imperfections de BAL 1, notamment le fait que les pondérations ne soient pas justifiées, le fait que seul le risque de crédit soit pris en compte, mais BAL 2 a connu aussi des limites. Des limites parce que la dimension de la liquidité n'a pas été prise en compte. Même si des remarques ont été faites où les accords ont insisté sur la nécessité d'avoir des fonds propres disponibles, la liquidité permanente n'était pas prise en compte. C'est en ce moment que BAL 3 est arrivé vers 2013 parce qu'on a senti avec la crise des subprimes en 2008, avec la fragilisation des systèmes bancaires, que le niveau des fonds propres des banques était très limité par rapport à l'ampleur des besoins. Et les crises avaient tellement impacté ces fonds propres que BAL 3 est arrivé. BAL 3 a innové à 3 niveaux. BAL 3 a innové à 3 niveaux et insiste sur l'exigence en fonds propres tout en maintenant la discipline de marché et la prise en compte de processus de surveillance prudentielle. Pour ce qui concerne les exigences en fonds propres, BAL 3 a travaillé d'abord, parce qu'il y a, je disais tout à l'heure qu'il y a 3 niveaux, c'est au niveau de l'exigence, au niveau de notre ratio qu'on appelle le ratio de levier et au niveau de 2 autres ratios qu'on a créés, c'est le ratio de liquidité, 2 ratios de liquidité.
Pour ce qui concerne le ratio de fonds propres, alors BAL 3, rapporté à notre contexte, s'inscrivant dans toujours le renforcement de la solidité financière des banques, considère les fonds propres de base durs, Tier 1, les fonds propres de base additionnels, toujours Tier 1, et les fonds propres complémentaires, Tier 2. Donc vous voyez bien que les fonds propres de base ont été éclatés en deux. Alors, la première catégorie de fonds propres de base durs, le Tier 1, appelé Common Equity Share, c'est l'ensemble des fonds propres de meilleure qualité, issus de l'apport des actionnaires, issus du résultat, mais liquides, qui permettent d'assurer la continuité des activités d'un établissement de banque en cas de crise profonde. Alors, les fonds propres de base additionnels, donc toujours dans le Tier 1 catégorie 2, c'est de qualité moindre par rapport au Tier 1, fonds propres de base durs, mais qui permettent d'absorber les pertes et la continuité d'exploitation d'une banque en cas de crise. Et en troisième lieu, nous avons les fonds propres complémentaires, les Tier 2. Ces fonds propres Tier 2 sont de qualité moindre par rapport aux fonds propres de base additionnels et qui permettent aussi à une banque d'avoir la capacité d'absorber des pertes en cas de liquidation. Voilà les quelques modifications qui ont été faites, mais les normes sont respectées et le pouvoir d'implantation des accords est devenu mondial et aujourd'hui est dans l'Union monétaire africaine, monétaire ouest-africaine. Nous avons commencé à l'appliquer depuis janvier 2008 avec une pleine application en janvier 2019. Au-delà du ratio d'exigence de fonds propres, nous avons le ratio de levier. Ce ratio de levier met en relation les fonds propres Tier 1 sur les expositions totales de la banque. Le rapport doit être supérieur ou égal à 3%. Du point de vue des expositions totales, nous pouvons parler de toutes les expositions liées au bilan, les expositions liées au hors-bilan, mais les expositions aussi liées aux opérations sur les dérivés de crédit, les produits dérivés, et toute opération assimilable aux pensions. Donc, ça touche pratiquement toutes les activités de banque qui impliquent des mouvements de retrait importants. C'est dans ce cadre-là que la troisième innovation apparaît. Cette troisième innovation repose sur l'apparition de deux ratios de liquidité. Un premier de ratio de liquidité à court terme qui consiste à prendre les actifs liquides de haute qualité d'une durée d'1 mois qui doivent couvrir totalement les sorties de net de trésorerie sur une période d'1 mois. Ce ratio doit être supérieur ou égal à 100% comme objectif final, étant entendu qu'entre 2018 et 2019, il y a des aménagements qui font, l'exigence n'est pas totale, mais en 2019, l'exigence sera totale. Le deuxième ratio de liquidité est plus structurel et plus stable, c'est le ratio de liquidité long terme qui se limite à 1 an. Là aussi, on prend les actifs, l'encours des actifs de haute qualité, donc sur une période d'1 an, sur les sorties, les montants exigibles sur une période d'1 an. Et là, la norme, c'est 100% aussi. Mais tout ce dispositif, depuis BAL 1, BAL 2 et BAL 3, concourt à une chose, faire en sorte que la solidité du système bancaire à l'international soit préservée. Ce qui passe impérativement par le renforcement de la structure financière des banques qui doivent être en même de faire face aux chocs extérieurs et éviter les crises précédentes, toujours dans une politique de stabilité orientée vers
et des politiques économiques de croissance et de développement durable. Je vous remercie de votre attention et tout en vous invitant la prochaine fois pour parler pratiquement des responsabilités, des devoirs et des obligations du banquier à l'égard des consommateurs de produits et services bancaires. Je vous remercie une dernière fois et vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous garde.